Bienvenue tout le monde, bonjour, je vais recommencer ça commence bien, hein? Wouh, yeah. Il va vraiment y avoir besoin On de la montage, hein. refait. Heureusement qu'on n'est pas en live. Alors, podcast l'équipe de Podcast. Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, bienvenue tout le monde, bonjour pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla, le podcast d'improvisation où on ne fait pas d'impro, on fait juste discuter d'improvisation, de la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. On est en présence virtuelle d'amis tout droit venus de France, du Grand Est et un peu du Luxembourg, si je ne me trompe pas, avec les Quiche Lorraine. C'est le nom de l'équipe qui était venue nous visiter en octobre passé, en octobre 2019. Donc, on est avec Jérôme, Isabelle, Jean-François, Barbara et Virginie. Est-ce que ça va bien tout le monde? Oui, merci. Ouais. Tout bien. Quelle belle Les deux énergie. cavus par terre. Moi, je suis en début d'après-midi, vous en début de soirée. C'est pour ça C'est que ça. vous avez votre verre de vin ou de bière à la main. Moi, j'en suis toujours au café. Alors, Prends-toi libre de prendre une bière, la bière de 13 heures, c'est la meilleure. c'est vrai. Donc, on est là pour discuter de plein de choses, revenir un petit peu sur votre expérience au Québec et également aborder d'autres sujets de vos activités chez vous. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur, pour commencer, un petit peu vous présenter, vous, chacun votre tour, vos parcours d'improvisation respectifs rapidement, savoir qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous avez joué, quelles sont vos expériences. Alors, qui veut commencer? Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai poussé la porte d'un atelier d'impro et j'y suis toujours. J'avais jamais fait de théâtre avant, donc c'était vraiment une découverte et un gros coup de cœur. Au niveau impro, j'aime tout, vraiment tout. Le match, le catch, les concepts, les longues formes, les formes plus courtes. Et j'ai joué partout où j'ai pu. Et voilà, dès qu'il y a moyen, voilà, comme on dit entre nous, on est des crèves la joute, des crèves l'impro. Dès qu'il y a moyen de jouer, on joue. Donc France, Belgique, Suisse. Et donc plus récemment, effectivement, à Montréal, avec vous. Et puis il y a 4 ans, j'ai changé de vie. Je suis devenu formateur et comédien en impro. Donc c'est une partie de mon activité professionnelle maintenant. Depuis un an, il y a Barbara qui m'a rejoint, mais ça, elle va vous en parler. Et donc on fait des formations par l'impro, on fait des spectacles, tout ça. On fait aussi des spectacles pour les enfants. Et donc on fait des contes improvisés. Et voilà, je crois que dans les grandes lignes, c'est un petit peu tout. Donc, un vrai touche-à-tout en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Alors, Barbara, toi, justement, pour faire la transition. Oui, alors moi, écoute, je m'appelle Barbara, j'ai commencé l'impro il y a 9 ans. Moi, par contre, il y a 15 ans, je poussais les portes du théâtre. Donc, j'ai commencé par le théâtre classique et je suis venue un peu à l'impro, un peu par hasard aussi, il y a 9 ans et j'ai plus jamais arrêté. Moi, l'improvisation, ça a été surtout le plaisir de pouvoir raconter des histoires et de créer ensemble. Et puis, on a joué ensemble, surtout à Montréal, où on était partis au départ pour faire des vacances. Et puis, ça s'est passé super bien, puisqu'on a pu vous rencontrer, jouer avec vous. Très cool, merci. Jean-François, toi? Alors moi, je suis venu à l'impro parce que ma chérie y était et que ça me plaisait bien et que ça me donnait envie de faire ce qu'elle faisait. Et aussi parce que j'en avais marre que les gens de la troupe me prennent pour quelqu'un de la troupe alors que je n'y étais pas, parce que je file le coup de main sans arrêt. Donc, la solution que tu avais trouvée, c'est de faire partie de la troupe, pour que les gens arrêtent de dire que tu fais partie de la troupe. Voilà, de plein droit, donc je payais. Les gars. Et comme dit Jérôme, je suis comme nous tous d'ailleurs, on est des vrais crèves-la-joute. Dès qu'on peut jouer, on joue, où que ce soit. Récemment, on a été à faire un petit match à Toulouse et ça a été vraiment une très très belle expérience avec des gens qui sont complètement barrés dans leur tête. La brique, si jamais vous les voyez, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Voilou. Super, merci. Next. Bonjour les improvisateurs anonymes. Je m'appelle Isabelle. Voilà, aussi connue sous le nom de Isablabla. Merci, bonjour. Alors, j'ai découvert l'impro via un article sur le Festival international d'improvisation de Metz dans mon journal qui disait « Venez ». Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et un soir de juin, je suis venue à un atelier. Et là, ça a été une révélation. Et depuis 2007, j'ai continué.
au sein de la troupe de Metz. J'ai découvert des personnes extraordinaires, des amis qui sont très chers à mon cœur. Et comme je le disais, je pense que l'impro m'a sauvé la vie parce que je pense que je serais actuellement dans une pastorale catholique en train de jouer au bridge. Je serais certainement sous Tranxène et vraiment ou en plein burn-out professionnel. Et donc, heureusement, l'improvisation sauve un déprimé fait de l'impro. Parfait, merci beaucoup. Et pour finir, Virginie. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Vir. J'ai commencé l'impro en septembre 2007 exactement. En fait, je faisais du théâtre classique depuis 3 ans et en fait c'est le hasard. J'ai été voir un spectacle d'impro à Metz. Quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Même si ça me faisait vraiment beaucoup peur, vraiment. En tout cas voilà, mais il y avait une espèce d'énergie, de force et ce que j'apprécie moi beaucoup dans l'impro, c'est de pouvoir rencontrer et de fabriquer quelque chose en commun. C'est vraiment beau de se dire que tu connais pas des gens 1 heure avant de rentrer sur scène et 1 heure après tu fais des histoires, tu racontes des choses et tu peux faire passer aussi des messages sur plein de choses et c'est vraiment vraiment super intéressant, ça fait du bien, ça vide la tête et aussi ce côté lâcher prise aussi qui est intéressant. C'est quelque chose qui regroupe, qui rassemble, donc on est d'horizons très différents et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'impro. C'est ça que je ressens un petit peu de chacun de vos profils et de vos parcours. C'est vraiment cet aspect rencontre qui vous a tous allumés en quelque sorte. Vous êtes tous un petit peu tombés plus ou moins par hasard dans ce domaine-là et ça vous a accroché. Tout à fait. Ouais, Exactement. On est tous assez curieux, puis on a tous des profils de comédiens d'impro très différents. Ce qui fait qu'on est plutôt complémentaires. Et donc, le projet des Quiche Lorraine, donc c'est le nom de votre équipe. Est-ce que c'était un nom formel ou C'est un nom complètement informel. En fait, la petite virée au Canada, c'est un projet d'amis, en fait. Plus qu'une tournée d'impro. Et on s'est dit, quitte à aller là-bas, si on peut en profiter pour croiser des gens sympas et faire un peu d'impro avec eux. Et quand on s'est retrouvé là-bas, on s'est dit, tiens, en fait, ouais, quand tu nous as posé la question, comment vous appelez, c'est là où on s'est dit, comment on pourrait s'appeler. Et comme on est des quiches et qu'on est de C'est ça. Voilà. En fait, c'était plutôt bien. On n'est pas venu sous le nom, ni avec les chandails de notre troupe. Donc, on se sentait pas légitime dans le fait de jouer sous les couleurs de la troupe de Metz. D'accord. Donc, on a improvisé un nom comme ça. D'accord. C'est un projet complètement personnel. Ça faisait 3 ans, non même plus, qu'on en parlait. Et chaque année, on repoussait. Ouais. Et puis là, on s'est décidé très vite. J'y croyais pas d'ailleurs. On s'est décidé très vite et voilà. Et on était tous partis pour visiter et pour découvrir l'impro au Canada. Tous les 5, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de jouer ensemble de par Metz, effectivement. Mais en plus, des fois, on a des invitations à titre perso où on est la fausse équipe du Luxembourg aussi pour pouvoir intégrer des festivals où on peut pas représenter la France parce qu'il y a déjà des Français, donc on est la fausse équipe du luxe. Voilà. Là où vous jouez, c'est dans une structure en particulier en général. Est-ce que vous faites partie d'une association définie? Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, on fait partie de la plus ancienne troupe de Metz qui a 16 ans, qui s'appelle le Minou. C'est le mouvement d'improvisation novateur ouvert et utile. Tu en as, donc j'en suis le président, Barbie est la vice-présidente et Jeff est le trésorier. Vir est une coach et Isa est l'ancienne responsable de formation, mais cette feignasse nous a abandonné lâchement il y a 2 ans, je crois. Donc, voilà. Je confirme. Tous ensemble, on joue dans cette troupe. Après, Virginie et moi, on joue avec l'équipe pro de Luxembourg qui s'appelle le JPL. Et puis ensemble, on a cette fameuse Eclipse Team qui écume dès qu'il y a moyen, en fait, on y va avec cette fausse équipe. Et donc, ce projet de voyage au Québec, au final, c'était d'abord touristique, si je peux dire. Comment ça s'est concrétisé une fois sur place ou même avant pour trouver soit des formations ou des matchs avec des équipes avec qui jouer? Ça s'est joué avant, en fait. On a demandé à la Fédération luxembourgeoise d'improvisation, dont notre association fait partie, qui était venue à Montréal fin août. Oui, on les a. Voilà. S'ils avaient rencontré des gens sympas et vous faisiez partie de ces gens sympas. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et comment vous avez vécu ça? Donc déjà l'aspect découverte de Montréal, du Québec plus largement, les rencontres que vous avez fait grâce à l'improvisation.
Alors déjà, on avait la chance que Isa et Vir étaient déjà venues au Canada plusieurs fois. Donc, elles connaissaient très bien le Canada, en particulier Montréal. Donc, on a eu le droit à une visite guidée. C'était très chouette. Et puis voilà. Et puis, on a surtout eu la chance de tomber par hasard sur des improvisateurs et puis de prendre un verre avec des improvisateurs qu'on avait déjà croisés. Donc, ça, c'était sympa. Et ayant eu l'opportunité de venir visiter des amis à Montréal, j'avais été voir des spectacles, mais jamais pu jouer et pouvoir discuter avec des improvisateurs. Et ça a été un accueil vraiment super chaleureux. Merci aux deux troupes, dont la vôtre, qui nous avaient accueillis, parce que voilà, ça, c'était vraiment top, quoi. Super. Bah, ça nous a fait autant plaisir. Hein. Et c'était quoi vos attentes, voire peut-être vos surprises par rapport à cet aspect-là, le match au Québec? Quelle perception vous en aviez? On a été agréablement surpris de la façon que vous aviez de conduire les matchs. Pas en version patoche, patinoire standard, et avec même des concepts en milieu de jeu qui étaient très sympathiques. Et il y a aussi eu le comptage des points entre un pro réussi, un pro très réussi, et ainsi de suite. C'était une autre façon de faire des rencontres, et ça nous a vraiment plu. C'est même quelque chose qu'on a un peu ramené ici. Dans le fond, c'est ça, c'est le concept de l'original qui, depuis quelques saisons, a adopté une direction plus collaborative avec des points en commun pour les mixtes. Et donc, tu disais, vous avez ramené ça chez vous? Bon, on l'a pas inventé, bien sûr, là. On a voulu aller un petit peu ailleurs de ce qui se faisait du match classique. On commence à l'utiliser gentiment. Okay. Et pas que à Metz, à Nancy, ils le font beaucoup. Est-ce que vous êtes, dans vos spectacles à Metz et aux environs, est-ce que vous êtes familier avec le concept du match classique? C'est quelque chose que vous faites souvent? Alors, on est familier avec, on le connaît. Par contre, on peut pas le faire parce que les salles dans lesquelles on joue depuis 16 ans sont des salles avec des scènes en hauteur sur lesquelles on peut pas mettre de patinoire. Donc, on a rapidement basculé sur le décorum du match light, c'est-à-dire qu'on a un arbitre, on a des fautes, tout ça. On est assez permissif, on est plutôt tolérant. Ouais. Voilà, on n'est pas à fond sur le décorum traditionnel. Il y aura pas de faute majeure. Il y aura pas, voilà, par exemple, il y aura pas de joueur exclu, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est un peu ce qui se fait aussi à Montréal depuis que le match s'est développé un petit peu dans les différentes ligues, des adaptations en quelque sorte. D'ailleurs, quand on va en déplacement et qu'on se retrouve sur une patinoire, moi perso, je me prends une faute ou deux parce que je respecte jamais la patinoire. C'est assez régulier. On avait déjà adapté aussi le match par rapport au nombre de joueurs aussi. Tu vois, on est plus nous maintenant sur un format match 4 contre 4 où pour le principe, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à 6. Et puis parce que c'est vrai que le concept, déjà réunir 6 improvisateurs pour constituer une même équipe, etc. C'est pas toujours réalisable. Et pour les déplacements, c'est compliqué. Et nous, on a pris l'habitude à Metz de jouer à 4. Ouais. Et sans coach. Ça aussi, c'est des variations qui ont évolué au fur et à mesure du temps, que ce soit à la LNI ou dans plein d'autres ligues. Le nombre de personnes, ça avait commencé à 6 justement. Maintenant, ils jouent à 4. Selon les contextes, moi, par exemple, j'ai des équipes que je coach qui sont 6 et je suis là sur le banc avec eux. Vous avez déjà joué avec des coachs sur le banc? Ouais. Et c'est quoi les différences d'approche selon vous pour ça? Ça dépendait du coach. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que il y a toujours un petit support, un petit apport intéressant quand on est coaché. Un prisme différent peut-être de ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on aurait pu faire. Donc c'est toujours intéressant, je trouve. Est-ce que vous avez déjà coaché? Ouais, dans les matchs des chatons, par exemple, oui. Jeff, t'as coaché des enfants, je te rappelle. Un peu turbulent, certes, mais... Ah oui! Oh là là, l'enfer sur Terre! Je pense que sa mémoire de Jeff a effacé ce moment d'enfer sur Terre. Je les ai pas coachés, je les ai cloués au sol pour éviter qu'ils rentrent tout le temps. Ici, au Québec aussi, la formation de jeunes joueurs, c'est très répandu dans les écoles. Moi-même, j'ai une équipe de petits jeunes de 12-13 ans que j'adore. Ils sont 6 dans l'équipe, donc c'est gérable. Et puis, ils sont quand même pas mal à l'écoute. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez dans vos formations, justement, Jérôme, Barbara et puis les autres? On a plusieurs ateliers en scolaire, en périscolaire. Oui, on a des ateliers où en périscolaire, ça va actuellement de 5 à 8 ans. Et puis, on a des pré-ados, des ados. Depuis plusieurs années, avec une troupe nancéenne,
Il y a le trophée national, c'est un culture université. Donc, c'est tous les collèges de France qui sont concernés. Et donc, effectivement, on apporte le match d'impro, là, vraiment, avec tout le décorum, la patinoire et tout ça, dans les collèges. Et après, d'autres ateliers en collège pour faire découvrir la discipline. Et à travers d'autres challenges, comme le projet qui s'appelle Eloquencia, travail d'éloquence, et où il y a quatre différentes compétitions, on va dire, dont une qui est de l'improvisation. Parfait. Et donc, le trophée culture et diversité, est-ce que j'en ai entendu plusieurs fois parler, puis j'ai essayé de suivre ça un petit peu. C'est quelque chose qui se développe depuis plusieurs années, ça? Oui, c'est de Nancy, ça doit faire 6 ans, la Meurthe-et-Moselle, qu'ils ont rejoint le trophée. Et là, pour l'instant, il y a 16 villes, c'est bloqué à 16 pour le moment. C'est en projet pour s'agrandir. C'est vraiment d'un point de vue national, c'est super intéressant. Oui, alors comment ça s'organise? En fait, on commence par des ateliers dans les collèges. Après, il y a ce qu'on appelle le match intra-collège, donc un match des collégiens qui proposent le match d'impro à leurs camarades. Et ensuite, il y a l'intercollège. Donc là, on prend les différents collèges qui vont s'affronter sur une finale régionale. En général, ça se passe dans une très belle salle. Et tous ces collégiens, en fait, qui suivent les ateliers, on va en choisir 6 et on va faire une équipe qui va aller en demi-finale nationale affronter 4 villes, par exemple. Moi, je crois qu'il y a 4, il y a 4 demi-finales. Et après, il y a 4 équipes qui vont se rencontrer en finale. Et en finale, en fait, ça se passe à Paris, dans un immense théâtre avec le ministre de l'Éducation nationale, avec Jamel Debbouze, ces choses-là, avec un décor monturé pour jouer là. Donc, faut voir ce qu'ils mettent pour les jeunes, c'est juste génial, quoi. Et comment vous faites pour justement gérer? C'est une problématique qui existe beaucoup ici, mais je voulais savoir un petit peu de votre côté, comment est-ce que vous faites pour gérer l'aspect compétitif avec les jeunes? C'est super difficile parce qu'on a beau leur expliquer que le match, les points, c'est un décorum, que c'est pour impliquer le public dedans, en fait, hein, le vote. C'est très difficile, surtout sur la tranche d'âge, on va dire 13-14 ans, ils ont vraiment envie de gagner. Ouais. C'est super difficile à gérer. Là, on parle avec eux, mais moi j'ai déjà eu une fille qui a pété un plomb parce qu'on perdait, donc il faut gérer ça sur le banc, mine de rien. C'est assez compliqué. Ouais, puis même s'ils ont fait une belle histoire, même s'ils ont participé, on l'a déjà vu plusieurs fois dans des spectacles avec les enfants, dès qu'ils voient que les points sont pas pour eux, ils sont hyper déçus, il peut y avoir des larmes et tout, c'est compliqué. Ouais. Vraiment, En fait, dans cette attente du vote, en fait. Ouais, beaucoup plus que l'adulte. Ils assimilent le vote, en fait, à la reconnaissance du public. Ils pensent que s'ils n'ont pas le point, c'est parce que les gens pensent qu'ils sont nuls. Ouais. Et ça, c'est difficile à vivre pour eux. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les adultes parfois, mais oui, bon, ça c'est un autre sujet. C'est vrai. On parlait des enfants aussi, mais bon, moi j'ai pas beaucoup d'expérience de formation, mais c'est vrai qu'avec, on avait fait une fois une scène, vous m'aviez emmené à Sarreguemines ou je ne sais quoi, avec plutôt des adolescents, mais plutôt des jeunes adultes aussi, qui étaient un petit peu en rupture. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette force de l'improvisation, d'avoir créé le débat. Personnellement, c'est des jeunes avec qui j'aurais pas parlé si on n'avait pas été joué avec eux. Oui, et on a pu aussi adopter une démarche. Voilà, c'est ça. On a pu aussi adopter une démarche. En fait, ça. Personnellement, quand je suis rentrée dans cette salle, j'ai eu peur. Et ensuite, on a pu discuter avec ces jeunes et on a pu échanger sur ce que peut permettre l'improvisation quant à la prise de parole en public, quand je suis agressif ou pas agressif, préparer un entretien d'embauche, savoir que quand je m'adresse à une personne, je peux générer telle ou telle réaction. On a eu des échanges, je me souviens vraiment, on est resté, je crois, 1h30, 2 heures après, avec des échanges très, très riches de leur perception de l'impro, de leur perception des stéréotypes, mais aussi de ce que pouvait apporter cet espace d'échange et de construction ensemble. Et moi, ça m'avait marqué. On était plus sur des pré-ados et des adultes, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et ça, on intervient encore justement à cet endroit-là. Folgière, on est allé 2 années, cette année, l'année dernière avec Barbara, faire une journée sur la laïcité et sur les discriminations. Et c'est assez intéressant parce que ça se passe avec les collégiens, donc on avait vu. Et c'est marrant de voir effectivement les stéréotypes que certains jeunes de 12 ans ont, l'image de la femme, la place de la femme dans la société. C'est quand même le combat n'est pas gagné. On essaye d'aborder des sujets très sérieux via des situations improvisées pour mettre en fait en situation les jeunes. Et c'est vrai que parfois on découvre que
l'image, l'éducation, la représentation parentale, les amène quand même à certaines visions du monde ou en tout cas des autres qui sont déjà très compliquées pour leur âge, quoi. Parce qu'il manque de discernement. Pour certains, c'est normal que la femme ne soit pas considérée l'égale de l'homme, etc. Et nous, ça nous surprend toujours, mais ça existe encore dans les collèges en France. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant quand nous, on arrive à intervenir, parce que on leur montre. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu à chaque fois du au coup par coup, mais on essaye de leur montrer que, déjà parce que dans la situation où on intervient, Jérôme et moi, on est toujours un homme et une femme, qu'on essaye de leur montrer aussi qu'on est chacun différent, mais que c'est pas pour ça qu'on doit être traité différemment non plus, quoi. Ouais. Donc, ça reste quand même à chaque fois des belles découvertes et d'interventions. Oui, et puis ça a un impact, c'est vraiment un vecteur, justement, de rencontres sociales et de messages à faire passer. C'est Virginie qui en parlait tout à l'heure, je crois, de pouvoir faire passer des messages grâce à l'impro. Et aussi, tu le disais, ce brassage en fait, ce brassage de génération, ce brassage culturel, cet échange sur scène où on est quand même dans un cadre protégé, c'est aussi la richesse de l'improvisation. Honnêtement, jouer avec des jeunes, ça nous est arrivé en Belgique en fait, où une équipe de Suisse ils ont 10 ans de moins que nous et être pas du tout sur les mêmes références et être complètement vraiment en décalage. Nous on est plutôt dans la quarantaine, eux étaient dans la vingtaine, mais pouvoir se trouver sur scène, en rire ensemble et puis passer une soirée phénoménale derrière. Là il y a vraiment, bon, je connais pas beaucoup de sports à part l'équitation, mais ce brassage là n'existe pas dans l'équitation, je dois vous le dire, hein. Mais vous alors parlez pas avec les chevaux? Si, mais uniquement. Alors parfois avec les poneys aussi, mais on est quand même assez exclusif. Faut dire ce qu'il y a. Mais la richesse, ce brassage, et pour revenir aussi, la rencontre culturelle, les différences d'âge, les différences sociales, tout ça, ça se gomme, quoi. Et sur scène, on est ensemble et je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais c'est un beau projet que vous avez d'un point de vue professionnel, justement, les formations et les ateliers que vous donnez à différentes catégories de personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris en le faisant de manière autodidacte? Comment vous êtes formé pour faire la formation? Alors, il y a différentes choses. Moi, j'ai toujours été dans la formation de mes utilisateurs, dans ma formation initiale. J'avais tout un module sur la formation à l'utilisation des nouvelles technologies à l'époque. Et dès que je suis sorti de l'université, en fait, j'ai formé des professionnels à l'utilisation ce qu'on appelait le transfert de compétences. Après, pour ce qui est de former les jeunes publics, Barbara l'a fait en décalage, mais on a tous les deux été faire une formation de formateur pour jeunes publics. Donc c'était une semaine avec la personne qui a découvert Jamel Debbouze, Alain Degois, qui est un personnage passionné, et avec JB Chauvin aussi, qui fait partie de la Ligue majeure sur Paris. Donc ils ont créé leur structure qui s'appelle Improforma. Et après, c'est en donnant des coachings, effectivement, oui, c'est pas mal sur le terrain. Mais moi, je me sentais pas d'aller affronter le jeune public comme ça sans aller me rassurer sur mes compétences réelles à le faire. En fait. Donc, tu es allé chercher des références et ouais, de l'échange en fait. Cette formation-là, Improforma, c'était vraiment une semaine à échanger avec des personnes qui se posaient les mêmes questions que moi, qui avaient besoin effectivement de plus de se rassurer parce que au final, j'ai pas appris grand-chose, mais j'ai pu me rendre compte que mon approche était bonne. Ouais. C'est un peu pareil, mais dans un univers complètement différent. C'est-à-dire que moi, j'étais en recherche en santé publique où j'ai longtemps travaillé avec des étudiants et j'ai fait de l'accompagnement méthodo, de la formation. Donc, j'avais déjà une formation de formateur avant de par mon autre métier. Et j'ai eu la même démarche que Jérôme, c'est que effectivement, il y a un moment où on a besoin d'avoir une approche un peu plus pédagogique. Et même si effectivement, on n'a pas appris, on n'a pas révolutionné l'impro ou l'apprentissage en impro à travers ce stage, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec déjà des professionnels qui ont rencontré les mêmes interrogations, les mêmes points d'écueil, etc. Et puis, à un moment aussi, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche, de se dire, ok, je suis coach en impro, je suis formateur en impro, quelle va être mon approche? Même si à chaque fois, on est très différents, on a tous un point de vue qui est personnel, mais c'est quand même bien de pouvoir aussi se former et puis
engranger aussi un petit peu le vécu et l'expérience des autres pour se rassurer et puis pour se permettre d'évoluer aussi. Ouais. Puis, pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, je suis très d'accord avec ce que vous êtes en train de dire là. On s'enrichit des rencontres qu'on fait, on a des points de vue ou des philosophies de formateurs qu'on essaie d'appliquer, mais moi je me rends compte aussi que ces préceptes-là que j'essaie de transmettre, ils évoluent, mais ils s'adaptent aussi en fonction des groupes avec lesquels on peut avoir. Parce que les messages sont pas les mêmes, puis même les contextes sont différents. Ah ben, on le voit vraiment avec Jérôme, on intervient sur des domaines très différents, on intervient avec des enfants, on le disait, mais aussi en milieu d'insertion, on intervient avec des professionnels dans les entreprises, etc. Et c'est vrai que ça nécessite de s'adapter à chaque fois au public et à chaque fois de prendre, moi c'est ce que j'aime aussi dans toutes les formations qu'on fait avec Jérôme, c'est qu'à chaque fois on doit prendre en compte les gens qui sont là avec nous. Et on l'a vécu il y a pas très longtemps à Rouen, on était intervenus et on avait deux groupes qui étaient a priori les mêmes, mais qui en fait, les personnes sont toujours très différentes. On a dû totalement avoir une approche adaptée et vraiment sur le vif, se dire tiens ça on va pas l'aborder de la même manière, etc. C'est ça qui est intéressant aussi en impro, c'est de se dire là il faut que vraiment je tienne compte du groupe et c'est avec ce groupe-là que je vais pouvoir faire quelque chose de telle manière, avec une telle approche, avec une approche que je vais adapter au fur et à mesure dans l'instant. C'est très pertinent, super intéressant Après, en tant que formateur d'impro, enfin que ce soit en coaching de troupe ou dans le milieu professionnel, vraiment les questions moi que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que j'ai à transmettre. Voilà, en quoi je suis légitime dans ma transmission. Est-ce que je suis en capacité d'analyser pour donner des conseils qui soient pertinents. Et tout ça, ça s'appuie quand même sur le vécu qu'on a en tant que comédien, ce qu'on a pu faire. Tous les spectacles qu'on a pu faire, tous les coachings qu'on a pu faire, et après, pour la partie formation professionnelle, beaucoup sur le vécu en tant que manager, je peux m'appuyer pas mal là-dessus. Donc c'est toutes ces questions se poser, voilà. Non, c'est vrai. Puis même un bon formateur peut avoir des formations moins bonnes, ouais. comme toute n'importe quelle improvisation. Mais pour répondre un petit peu à ce que tu dis, le fait de se demander qu'est-ce qu'on a à apporter, il y a aussi de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai à apprendre de mes groupes? À chaque fois que je vis des nouvelles expériences, je commence avec des nouveaux groupes, je suis toujours un petit peu impatient de savoir qu'est-ce qui va résulter de ça, puis qu'est-ce que moi-même je peux pouvoir en retirer. C'est un peu égoïste presque là, mais qu'est-ce que je peux en retirer? Ouais, en fait, ça nous enrichit, on s'enrichit les uns des autres. En fait, les rencontres, elles se font également à ce niveau, quoi. Très chouette. Pour en revenir un petit peu sur l'improvisation, l'aspect un petit peu plus jeu et spectacle, on a parlé un petit peu tout à l'heure du Festival international d'impro théâtral de Metz. C'est un événement qui existe depuis combien de temps? Là, on allait faire le 14e. Le principe, c'est on invite deux équipes qui sont étrangères, donc francophones, et puis sur 3 jours, alors on a toujours été sur 3 jours, mais on a décalé dans le temps. Sur 3 jours, on fait des spectacles. Alors, on mélange du match. On a toujours un match d'ouverture, un match de clôture. Et puis, on fait entre 7 et 8 spectacles en tout, avec des concepts, en mélangeant au maximum les improvisateurs présents. Chaque équipe envoie son lot de comédiens que vous mélangez dans les alignements, chaque spectacle. Exactement. Et c'est vous qui proposez des concepts de spectacle? En fait, la richesse du festival, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il y a à la fois des matchs, c'est-à-dire effectivement, par exemple, Metz contre l'Italie ou Metz contre la Belgique, mais entre les matchs, il y a des concepts où on est mélangé, ce qui permet vraiment d'échanger et de pas rester comme sur certains tournois, toujours dans son équipe, mais voilà, de rencontrer, de créer avec d'autres improvisateurs. Et ouais, c'est une super richesse. Et puis, je pense que vous pouvez aussi peut-être parler, Barbara et Jérôme, c'est que chaque année, le vendredi soir ou un soir, on essaye de tester un concept un petit peu spécifique ou spécial, novateur. Et ça aussi, il y a eu vraiment des choses vraiment très intéressantes, comme il y a un huis clos qui s'est passé dans un train avec un maître de jeu qui était ni plus ni moins que le contrôleur, l'impossibilité de sortir de scène parce que c'était un huis clos, et le train qui avançait, on voyait projeter derrière nous les paysages du train, et toute la durée de l'improvisation devait se passer sur cette durée de trajet. Et c'est quelque chose que j'ai pas revu ailleurs et qui était vraiment très intéressant à jouer. Et la direction artistique justement de ce festival, elle se fait comment? Est-ce que c'est une personne qui arrive avec son idée puis on la propose, ou ça se fait plutôt en brainstorming, en collaboration les troupes invitées? C'est en brainstorming interne.
C'est nous qui proposons, en fait, on accueille nos invités avec, ils viennent juste pour jouer. Voilà. Ok. Ils n'ont qu'à se faire plaisir. Ouais. Ça dure sur 3 jours. C'est combien de spectacles? Ça dépend, 7 ou 8 à peu près. Ah, quand même. Ouais. Mhm. Il y a un temps d'initiation pour découvrir l'impro aussi à chaque fois qui est gratuit, qui permet aux personnes qui ont envie d'essayer de s'essayer quoi sur une séance. L'un des spectacles, le premier spectacle de tout nouveau Minou, c'est le Match des Chatons. Logiquement, c'est la première fois qu'il monte sur scène. Pour faire de l'impro devant un public qui est normalement plutôt tolérant, puisque là, comme on le propose le samedi après-midi, c'est essentiellement la famille et les amis. Donc, pour eux, ça se passe bien, le public est pas trop chiant, et l'arbitre, lui, peut l'être à fond. Et ça se passe bien, ça. On a un groupe qu'on appelle le groupe loisir, en fait, à qui on donne des ateliers pendant toute l'année. Et donc, tant qu'ils n'ont pas joué, ils sont des chatons. Et le match des chatons, c'est lors du festival. Ils font leur première scène. Et ils sont là, justement, ils sont coachés. Il y a un coach systématiquement pour les aider, pour avoir un vrai rôle d'accompagnement pendant leur première scène. Ok. Et ça me fait venir justement sur le sujet, une question que je voulais vous poser. Mettons que moi je suis quelqu'un qui n'a jamais fait d'impro dans la région de Metz, qui souhaiterait commencer à faire de l'impro. Ça se passerait comment? Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, non. Alors, tu serais arrivé il y a 15 ans, tu aurais fait un ou deux ateliers, tu aurais fait un match. C'est ce qui m'est arrivé devant 300 personnes. C'est cool. Maintenant, on est un peu plus protecteur, on va dire, sur nos petits débutants. On a ce qu'on appelle des scènes ouvertes qui sont accessibles une fois qu'on a fait le match des chatons. C'est-à-dire que le match des chatons, c'est vraiment leur première scène. Après, donc, ils commencent en septembre et au mois de mars, ils font leur premier match. Il y a des personnes qui évoluent plus ou moins vite, mais dans notre groupe loisirs, on a des scènes ouvertes et on peut faire des spectacles tout au long de l'année. À côté de ça, on a ce qu'on appelle le groupe spectacle où là, on est une petite dizaine. Et là, c'est les comédiens les plus expérimentés, ceux qui vont faire les matchs. Mais par exemple, à Toulouse, il y avait 2 personnes du groupe loisirs, je crois, dans le groupe. Ouais. Voilà, souvent on ouvre des places pour un loisir quand on sait qu'il va tenir la route. Puis c'est aussi une question de régénération un petit peu de vos troupes, de vos équipes. Est-ce que vous le voyez comme ça? Alors régénération, là pour l'instant on est plutôt sur une période stable, on va dire. Le groupe spectacle évolue pas trop. Pour intégrer le groupe spectacle, en fait, il faut que tous les membres du groupe spectacle soient d'accord sur la nouvelle intégration, parce qu'on privilégie énormément le vivre ensemble. On a eu comme toutes les troupes, on a eu des passages chaotiques et on a des souvenirs un petit peu cuisants. Donc le bien vivre dans l'association, c'est vraiment le point numéro 1. C'est notre point de vigilance de tous les instants, pour que tout le monde se sente bien et qu'on puisse tout jouer ensemble. Okay. Voilà. Après le groupe loisir, c'est une école, on a un certain nombre de places, les gens s'inscrivent, viennent. Ça leur coûte 45 € pour une année. Voilà, c'est très abordable. Voilà, c'est très abordable parce qu'on a aussi cette approche dans notre association. On a vraiment une approche sociale et solidaire. On veut que tout le monde puisse faire de l'impro. Ouais, non, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de troupes d'improvisation sur Metz par rapport à Nancy, par exemple, où il y a énormément de troupes d'impro. C'est pas le cas sur Metz. Et comme le disait Jérôme au tout début de la discussion, c'est un peu la première troupe d'impro sur Metz. Nous, on a voulu garder vraiment cette accessibilité pour tous. Donc, du coup, les gens viennent en septembre, adhèrent à l'association, peuvent suivre les ateliers toute l'année. On accompagne avec des formations. On essaye de structurer pour leur offrir du temps de jeu, mais comme le disait Jérôme, assez encadré, accompagné, parce qu'on n'a pas envie que les gens vivent mal leur première scène ou se retrouvent justement perdus à ne pas oser jouer. Et effectivement, il commence à y avoir d'autres troupes qui apparaissent, etc. Mais finalement, pour les adultes, en tout cas pour l'instant, il y a peu d'accès vraiment. Il y a quelques endroits, mais on n'est pas sur des tarifs, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Donc nous, on a voulu garder un solidaire. Donc ça reste quand même, pour nous, c'est quand même un art très populaire. On veut que ça reste populaire et dans nos spectacles, comme dans le fait de nos ateliers, les gens doivent pouvoir venir sans se dire je peux pas me payer l'atelier, donc c'est pas possible de faire de l'impro pour moi, quoi. Et d'un point de vue technique, est-ce que vous jouez souvent? Est-ce que c'est à quel rythme les spectacles devant public? Tout le temps.
On fait, en moyenne, on fait quoi, 3 spectacles par mois, donc un par semaine. D'accord, quand même. Ah oui, Voilà. c'est quand même un rythme assez. Ouais. Mais en fait, on a des matchs donc une fois par mois dans un théâtre on joue dans un café, on joue aussi dans une maison de la culture et des loisirs. Ensuite, on a aussi nos déplacements. Et puis, parfois, il y a le festival en plus. Et puis, comme disait tout à l'heure Virginie, on a des invitations. Jérôme et Virginie jouent en plus au Luxembourg. On a des invitations, donc finalement, on joue assez régulièrement. On a un petit peu presque ce cliché maintenant que je dirais entre la France et le Québec, à savoir qu'en France, c'est beaucoup des ateliers, puis un match de temps en temps, alors qu'au Québec, au final, les ligues, toutes les semaines, très peu de formation en tant que telle. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Ça dépend des associations, des lieux, de combien on est. Sur les grandes, on va dire les grandes ligues d'impro en France, je pense qu'effectivement c'est plutôt ça, c'est beaucoup d'ateliers et un match de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de petites troupes en fait, c'est parce que les gens ont envie de jouer. Mm-hmm. Après nous, c'est vrai qu'on n'a jamais été une troupe immense, on est monté à un peu plus de 60 à un moment donné, on avait réduit à 50, là maintenant on est entre 35 et 40. Donc on trouve du jeu un peu pour tout le monde. On n'a pas trop ce souci-là et c'est vrai qu'on joue pas mal, mais je pense que dans les grandes troupes, ouais, enfin dans les troupes traditionnelles et dans les grandes villes, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent faire peut-être un match ou deux par saison, quoi. Vous avez pas cette peur-là de vous dire trop d'impro, ça va diluer votre public de spectacle en spectacle? C'est une question qu'on se pose en fait, hein. Donc nous on a été longtemps, pendant plus de 10 ans, on a été seuls sur Metz, hein. Vraiment aucune autre troupe d'impro. Depuis quelques années là maintenant, je crois qu'il y a 3 ou 4 structures sur Metz. Ouais. On sent pas de baisse de fréquentation nous de nos spectacles. Ouais. En tout cas, pas de nos grandes salles, pas de nos matchs. Même plutôt l'inverse, hein. On a de plus en plus de monde en fait. Ouais. Oui, puis les lieux amènent des gens aussi différents par rapport au type de spectacle, au lieu aussi où on le fait, c'est différent à chaque fois. Enfin, Ça, c'est la richesse en fait que les troupes amènent des concepts différents. Donc automatiquement, ça draine aussi du public qui est différent et qui peut voir des types d'improvisation et trouver son bonheur dans du match, dans du long forme, dans du cabaret. Je partage à 100% cette vision-là. Je suis très content de vous l'entendre dire. On a la chance de jouer dans un théâtre où finalement un peu plus de 200 places, de 120 places en jauge, où on a des gens qui sont très fidèles, qui viennent voir justement parce que c'est là qu'on reçoit les équipes qu'on invite un peu de toute la France et d'ailleurs, et avec un renouvellement permanent. Et c'est vrai que ces dernières saisons, là, on a une augmentation de la fréquentation parce que, en fait, on s'aperçoit que le phénomène bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et parce qu'on reste aussi sur des tarifs attractifs, mais parce que on s'en défend chaque année de se dire on n'augmente pas nos tarifs parce qu'on veut que les gens puissent aller au spectacle, parce que pour certains publics, c'est le seul moyen d'aller voir un spectacle, c'est d'aller voir des spectacles d'impro à 5 euros, quoi. Ouais. Et nous, on défend ça et on a un public fidèle et on a aussi des nouvelles personnes qui viennent nous découvrir. Et on a aussi des enfants et les enfants emmènent les parents et les parents viennent voir le spectacle le soir. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il y a un renouvellement du public avec des gens qui découvrent aussi l'impro. C'est ça qui est chouette et qui nous plaît aussi, c'est de faire découvrir la discipline. C'est ça aussi qui est génial dans la richesse du public. Je me souviens en 2007, on avait principalement des étudiants. Et en fait, on avait des troupes d'étudiants fidèles qui nous suivaient. Puis au fur et à mesure, en changeant de lieu, comme disait Virginie, effectivement, on se rend compte sur les saisons d'improvisation que y a des gens qui reviennent, il y a des gens qu'on voit plus. Et il y a eu quelque chose qui a été très magique pour moi l'année dernière. Il y avait un couple au tout début en 2007-2008, un couple d'étudiants qui venaient nous voir très très régulièrement. Donc on discutait avec eux, ils ne sont jamais essayés à l'impro. Et je crois que c'était l'année dernière, on les a vus réapparaître donc en 2018, 2019, donc 10 ans après, avec une petite fille qu'ils ont amenée pour voir un spectacle pour enfants. Et on les a retrouvés, voilà, vous voyez duquel couple je parle, on les a retrouvés avec 12 ans de plus et une petite boutchoute de 8 ans qu'ils emmenaient voir son spectacle pour enfants de la troupe d'impro. C'était vraiment assez génial. Ouais, on a même découvert qu'on a des personnes qui viennent de Belgique, de Luxembourg et d'Allemagne qui viennent à nos spectacles. Donc ça fait une petite trotte quand même, hein. Ça leur fait une bonne grosseur de route à chacun pour venir, je pense. Donc ça c'est plutôt sympa.
Non, mais c'est des belles histoires, j'aime ça. C'est quoi Bah ce oui. souvenir? T'es bien avec nous, Armand, hein, t'es bien. Allez, Un petit apéro comme ça. Allez, viens. Trouve-toi un avion. Allez, viens, rejoins-nous. c'est Ça pas va être votre compliqué confiance. quand même. Hein. Là, ça va être un peu compliqué. Oui, un peu. Mais bon, moi, j'espère qu'on aura l'occasion de se recôtoyer à l'avenir, Mais- que ce soit Oui. d'un côté ou de l'autre de l'océan. Avec plaisir, oui, Grand vraiment. plaisir. Bah ouais, Ah grave. ouais. Vraiment, ouais. Bon, ben, on a parlé de plein de choses. C'était vraiment très, très passionnant et super, très agréable en tout cas. Merci d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que vous avez aimé ça. Oh, bah Mais oui. oui, merci Ah, à toi. Ouais. Tout et, On a capoté. Exactement, bravo. Merci à toi. Merci beaucoup, merci pour cette initiative. C'est vraiment chouette Ouais. que tu fasses parler des improvisateurs et que tu nous écoutes aussi. Merci Ouais, oui. beaucoup. Et ça va dans un sens comme de l'autre. J'en prends autant de plaisir à vous écouter. Oh, c'est chou. Voilà, plaisir partagé. Oh. Donc, bon courage pour la suite. On reste en Merci contact. à toi aussi. Merci Armand, on t'embrasse. Et, Gros bisous. continuez à vous amuser. Ouais. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.